l'homme, la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de Grand Débat avec votre animateur principal, Serge Niawa. Merci encore une fois de plus à nos chers panélistes qui m'ont fait l'honneur d'être présents sur ce plateau. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler du Togo, du Mali et aussi de la Côte d'Ivoire avec Monsieur Semi Keba qui a été expulsé directement à Minumitario de la Côte d'Ivoire. Alors, sans tout tarder, je voulais quand même vous présenter nos chers panélistes avec moi pour prendre part à ce grand débat. De l'autre côté de la Caroline du Nord, je voulais quand même dire merci au docteur Youssoufou. Docteur, merci encore une fois de plus d'être avec nous pour ce grand débat. Merci aussi, M. Serge Niawa. Je vais profiter de dire un bonsoir à mes collègues panélistes. Ça fait un peu longtemps pour, c'est pas certain, comme M. Komi. Et je pense que M. Marcel aussi, ça fait longtemps. Et puis M. Moussa Diawara, qui est mon homonyme. Alors, bonsoir chez vous, M. Moussa. Et on est là et ensemble ce soir pour un débat que nous attendons intéressant, disons. Merci. Merci, professeur. Alors, de l'autre côté de l'Irlande, nous avons M. Marcel Kodjo. Marcel, bonjour encore une fois de plus et bienvenue à ce grand débat. Oui, merci Serge. C'est Marcel Kodjo plutôt. Je salue tous les panélistes et je salue tous nos téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent actuellement. Et bonsoir à toute la diaspora. Merci. Marcel Kodjo, bien sûr, depuis l'Irlande. Oui, c'est vrai. Alors, depuis la Maryland, notre ami, M. Komi, comme là, tu nous as manqué depuis, je dirais même des années, compte tenu de son, compte tenu de votre, en tout cas, disponibilité, vous êtes aujourd'hui avec nous pour ce grand débat. Encore une fois de plus, merci, M. Komi. Bonsoir Serge, bonsoir Monsieur Moussa, bonsoir Monsieur Kodi et bonsoir notre cher ami, l'homonyme du professeur Moussa. Donc, Monsieur Moussa Diawara, si je ne me trompe pas, c'est toujours un plaisir pour moi d'être sur votre plateau dans le grand débat où nous essayons de donner nos opinions sur les questions brûlantes de l'Afrique. Donc, c'est toujours un plaisir pour moi d'être ici avec Serge et tous les amis, quoi. Merci beaucoup, Serge. Et un bonsoir à nos téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent d'un peu partout dans le monde, spécialement du Togo. Et un coucou à tous mes amis du Haho dans le Togo, spécialement dans le Dalia. OK. Merci, Monsieur Komi Komla, depuis la Maryland, ici à Minnesota, depuis sa position. Notre ami Moussa Diawara qui n'est plus à présenter, il était avec nous. Moussa Diawara est en train de pouvoir se débattre. Il fait une émission et avec lui aujourd'hui,
nous allons parler du Mali, nous allons parler du Togo, nous allons parler de la Côte d'Ivoire. Sans toutefois tarder, avec le grand débat aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va commencer sur le Mali, où il y a aujourd'hui beaucoup d'attaques. On parle souvent d'attaques terroristes, on parle d'attaques entre Peul et Dogon, on parle encore de djihadistes. On ne sait plus à quel sein se vouer. Alors nous sommes avec M. Moussa Diawara. Nous voulons réellement savoir ce qui se passe au Mali et quels sont les éléments de réponse, sinon les éléments de solution que notre panel aujourd'hui va proposer pour cette solution du Mali. Mais il faut dire que le Mali est un gros morceau. Alors Moussa Diawara, comme vous êtes là avec nous aujourd'hui, vous êtes origine du Mali, mais nous avons proposé à ce que vous soyez là aujourd'hui pour qu'on puisse parler du Mali. Alors Moussa, qu'en est-il exactement? Quelle lecture faites-vous des derniers événements survenus à Diawara et aussi à Ogosagou? Sinon, au centre du Mali, qu'est-ce qui se passe exactement avec tout ce que nous attendons? Est-ce qu'on peut avoir la vraie version? Merci beaucoup à tout le monde. Merci à nos amis téléspectateurs de Tempo Afrique TV. Et merci pour l'invitation. Et avant de rentrer, avant de répondre à ta question, je vais remercier infiniment tous les panélistes qui sont là et à mon homonyme du côté de Maryland, de tous les côtés. Excusez-moi, ça fait un bon bout de temps. Et Monsieur Cherche, pour répondre à votre question, je pense que la situation du Mali d'aujourd'hui, si nous devons la discuter, nous devons aller un peu en arrière. Mais bon, pour que ça ne soit pas un débat aussi long que ça, pour que ça ne soit pas un débat aussi confusé, j'aimerais m'arrêter tout simplement à la question que vous m'avez posée. Et la première des questions, c'est quoi? Qu'en est-il au vrai sens du mot au Mali? Pourquoi il y a une attaque à Diawara, dans un camp militaire, où l'armée a été faite et défaite? Pourquoi il y a eu cette attaque à Ogosagou dont on veut attribuer ça à des ethnies Peul et Dogon? La première des choses, c'est quoi? Vous n'êtes pas sans savoir que le Mali, depuis 2013, le Mali fait l'objet d'attaques terroristes, mais l'État malien même a failli ne pas exister sans l'intervention de la France. Mais nous nous rendons compte aujourd'hui que c'était une erreur de la part de l'Alien. C'était une erreur, pourquoi nous le disions? Parce que nous avons constaté que nos amis français n'attendaient tout simplement que de nous voir dans cette situation. Et pour venir, quand ils sont venus, ils ne sont pas venus d'eux-mêmes, c'est nous qui les avons invités de venir. Mais c'était l'aubaine pour eux, parce qu'ils sont là, pas pour sécuriser le Mali, si nous pouvons le dire. Ils ne sont pas là pour sécuriser les personnes et leurs biens au Mali. Mais les Français nous ont démontré, A plus B, qu'ils sont là pour leurs intérêts personnels et qu'ils sont là et qu'ils ne veulent pas qu'il y ait l'accalmie au Mali en tant qu'ils n'ont pas gain de cause. Pourquoi je le dis? L'attaque à Ogosagou, le centre du Mali, qui est Mopti est le centre du Mali. Nous, on se souciait du nord du Mali, Kidal beaucoup plus précisément. Ça fait plus de 6 mois que personne ne parle de Kidal. Pourquoi? Parce qu'ils ont créé cette milice. Ils ont créé cette situation d'insécurité au centre du Mali. Pourquoi le centre du Mali? Le centre du Mali, c'est entre le Mali, c'est entre le centre, ça compose de la région de Mopti. Mopti est entre Kidal et Bamako. Donc, pour mieux gérer leurs affaires au nord du Mali, à Kidal beaucoup plus précisément, il fallait créer cette situation d'insécurité, il fallait créer cette situation de guerre au centre du Mali afin que nous puissions oublier le nord du Mali et nous occuper d'abord du centre du Mali. Cette situation qui est à Diawara, qui a été commise à Diawara, la situation qui s'est passée à Ogosagou n'est autre qu'une manipulation de la France et certains hommes politiques maliens qui ont gain de cause de cette situation pour que nous puissions oublier le nord du Mali. C'est ce que je peux te dire tout de suite avant de rentrer dans le vif du sujet. Parce que c'est ce qui se passe actuellement au Mali. C'est ce qui est la réalité des choses au Mali. Il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de guerre ethnique entre Peul et Dogon au Mali.
Il n'y a pas de guerre entre Maliens. Mais il y a des mercenaires qui ont été transportés de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Conakry, de la Sierra Leone, du Libéria, qui sont là, qui portent des habits, des chasseurs traditionnels que nous appelons les dozos, et qui sont partis exécuter tout un village en entier. Ils ont égorgé des femmes enceintes. Ils ont fait sortir les enfants qui ne sont pas encore nés, ils les ont égorgés. Les vrais Maliens ne pourront jamais faire cela. C'est ça la réalité des choses. Alors, M. Diawara, puisque vous avez parlé de la présence des mercenaires, alors dites-nous un peu, pourquoi ces mercenaires sont là, dans la mesure où nous avons une armée du Mali qui est quand même une armée qui a été mise en place. Est-ce que nous pouvons parler de la défaillance de cette armée? Est-ce que nous pouvons dire que l'armée malienne n'existe plus quand on parle de son nom? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Nous parlons d'armée et nous avons vu lors du 22 septembre passé, on a défilé d'artillerie militaire, des armements militaires pour essayer d'effrayer l'ennemi. Comme quoi, l'armée est revenue en puissance. Comme quoi, l'armée est bien équipée maintenant. Comme quoi, les militaires sont dans les meilleures conditions maintenant. Mais la réalité des choses, chers amis pénalistes, l'Afrique ne produit pas d'armes de guerre en Afrique. Rares des pays africains qui fabriquent leurs propres armes. Rares des pays africains qui fabriquent les balles qui sont utilisées pour tuer les innocents. Donc, je peux dire que le Mali subit un embargo présentement qui ne dit pas son nom. Parce que nous avons une armée où on a acheté des avions de guerre, où on a acheté des blindés de guerre, où on a tout acheté pour cette armée-là. Mais nous ne comprenions pas, nous, les Maliens, que les Maliens sont en train d'être exterminés devant l'armée impuissante qui n'a pas des munitions nécessaires pour aller faire face à l'ennemi, qui ne sont pas en mesure de faire leur mission régalienne, qui est protéger les civils, leurs biens et leurs marchandises. Donc, il y a une armée de non. Mais au fait, s'il faut aller sur le terrain pour aller montrer de quoi ils sont capables, pour aller montrer la puissance des faits que l'armée malienne a, et ils doivent calculer de ce qu'ils doivent faire. Parce que les munitions qu'ils ont à leur disposition, si jamais ces munitions sont finies, nous pouvons dire tout simplement que ces terroristes dont nous parlions, ces mercenaires dont nous parlons, qui sont armés par qui? Je dirais encore une fois plus, à Kidal. L'État malien ne peut pas y aller à Kidal. Kidal fait partie du Mali, bien sûr. Mais l'État malien ne peut pas mettre pied à Kidal sans l'accord de l'ONU, sans l'accord de Barkhane, sans l'accord de la France. Et nous avons des avions qui atterrissent à Kidal. Et des avions qui quittent Kidal, matin, midi et soir. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils sont en train d'amener à Kidal. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils sont en train de transporter de Kidal pour aller. Donc cette guerre au Mali, le Mali a besoin de toute la sous-région pour l'aider dans cette lutte. Parce que nous ne voyons pas sortir de cette situation de guerre en tant que le peuple ne se lève pas. En tant que le peuple malien ne se lève pas et parler d'une seule voix, le Mali ne s'en sortira pas. Ce n'est pas l'aménagement qui va nous faire sortir de cette manière. Ce n'est pas le Barkhane qui va nous faire sortir. Ce n'est pas autre pays qui viendra sauver le Mali sans que les Maliens ne s'unissent et se lèvent et ne parlent d'une seule voix. Voilà. D'accord. D'accord, M. Diawara, je crois qu'on va revenir tout à l'heure à vous. On va essayer de passer aux autres panélistes pour essayer de camper un peu sur cette situation malienne. Alors, professeur, vous avez écouté M. Diawara. Vous connaissez aussi cette histoire du Mali. Et nous savons qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous vivons, l'armée malienne, on parle bien de l'armée malienne, mais est-ce que cette armée, elle est consistante? Est-ce qu'elle est bien formée? Il y a quand même beaucoup de moyens financiers, beaucoup d'armements, mais est-ce qu'ils sont réellement bien entraînés pour pouvoir utiliser cet armement? Est-ce que l'armée malienne est vraiment au point avec tout ce que nous vivons? Monsieur Diawara l'a dit, il y a aussi l'extérieur. De l'autre côté, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Alors, professeur, je vous donne quand même le temps d'antenne pour essayer de nous éclaircir un peu. Merci beaucoup à M. Serge Niawa et merci à mon homonyme Moussa Diawara
pour la lumière qu'il vient de faire par rapport à la situation pitoyable de notre peuple frère du Mali. Et nous avons dit que la tragédie qui sévit au Mali, c'est une tragédie qui peut, je peux dire, qui est une fille, n'est-ce pas, de l'or qui a été découvert au Mali. Nous avons dit sur cette antenne, sur cette station ici, que la France est un État parasite. La France est un État pirate. C'est un État qui vit seulement aux dépens, ou bien qui vit, c'est pas, oui, de ce qu'il vole des autres États. Il n'y a pas assez de temps pour vraiment parler du tort que la France a causé à toute l'Afrique. Et vous n'êtes pas sans savoir que c'est pas contre son gré que la France a accepté l'indépendance des États africains. C'est contre son gré. Et elle a juré qu'elle va partir sur le papier, mais en réalité, elle sera en Afrique. Comment se fait-il qu'il y a des villes qui sont hors, c'est pas accès à des citoyens maliens, alors que c'est la France qui vient et faire ce qu'elle veut? Ça, moi, je ne sais pas. C'est pourquoi j'ai dit qu'à un moment donné, cette histoire de l'ONU, il faut laisser tomber. C'est ce que la SDN avait fait, et les gens ont dit qu'il faut laisser tomber. On a créé l'ONU. Si l'ONU est là, observe, c'est pas en spectatrice, ce qui se passe au Mali, on est en train de violer l'intégrité territoriale d'un État souverain. On ne dit rien, mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pourquoi nous disons qu'à tous ces Africains-là, qui pensent encore qu'il faut encore là, rester là à dorloter les Blancs parce qu'ils auront pitié d'un jour, ils vont venir dire, bon, nous sommes fatigués de vous exploiter, prenez vos terres, ils se trompent. L'armée malienne, qui la forme? C'est en France qu'on la forme. La France ne va jamais former une armée africaine de façon complète. Elle va toujours laisser des creux pour pouvoir continuer par exploiter le continent. Voilà le problème. Ils ont beau acheter des armes en France, ils ne vont pas leur donner les armes qu'il faut utiliser pour combattre la France. Comme quoi on ne peut pas utiliser les outils du maître pour le déstabiliser. Donc c'est ce qui se passe. On fait des formations au rabais à nos soldats. Et dès que la France vient, 2 bataillons, c'est pas français arrivent, l'armée africaine, ça s'écroule. Parce que la formation n'est pas là. Alors, est-ce que les Africains ne peuvent pas? Il faut visiter le pays Ashanti, il faut visiter le Bénin, il faut demander comment les gens formaient ces armées-là qui ont tenu tête, n'est-ce pas, aux gens qui envahissaient l'Afrique dans les années 1700-1800. Ce n'est pas que l'Afrique n'avait pas d'armée. Allez au Mali, et c'est pas au Mali là où notre, c'est pas ancêtre Sundiata était, son armée était une armée vaillante, une armée qui n'avait pas d'égal dans le monde. Tout ça là, on a laissé tomber. On va se faire, c'est pas tromper par des Blancs qui sont déjà malhonnêtes dès le départ. On dit qu'ils vont nous former. Voilà. Sinon, les gens, ce qui se passe au Mali, toute cette histoire a été fabriquée par la France. Tout le monde le sait. Elle a été fabriquée par la France, histoire de continuer par pécher dans le désordre, dans le trouble. Vous avez vu ce qu'ils ont fait au Zaïre. Ils ont créé une guerre de 30 ans pour pouvoir dépouiller les Zaïre de tout ce qu'il a comme richesse. Voilà, maintenant, ils sont au Mali, ils sont au Niger. Les gens qui attaquent au Niger dans les villages, c'est la France qui les arme aussi, pour pouvoir exploiter l'uranium. Et au Mali, c'est la même chose. Ce n'est pas qu'on ne le sait pas. C'est pourquoi quand les Maliens ont été aux élections, et le gars là a voulu être encore réélu par des fraudes, on est étonné. Vous êtes là un président impuissant et une autre puissance vient exploiter vos terres et on tue vos enfants, on égorge les gens, on arme des voyous pour égorger de pauvres populations, pour dire qu'il y a une guerre ethnique. Les Maliens vivaient ensemble, ça fait combien d'années? C'est aujourd'hui que les Peuls et les autres vivaient là-bas. Pourquoi c'est subitement aujourd'hui qu'ils vont commencer par égorger les gens? Vous voyez, ces gens-là, c'est des criminels. La France, c'est un État criminel. Il faut l'appeler ainsi parce que c'est eux qui arment tout le monde pour tuer tout le monde. Et ce n'est pas sérieux. Alors, c'est ce que je peux dire pour le moment par rapport au problème du Mali. Mais j'interpelle l'ONU pour que l'ONU ouvre ses yeux par rapport à... L'ONU aussi, il fait partie.
est partie prenante de cette pillage-là. Est-ce qu'on n'avait pas surpris les fonctionnaires de l'ONU dans les chars avec plein de cobalt au Zaïre? C'est récent. Ça, c'est ce qui va maintenir l'ordre en Afrique pour piller nos biens. Mais s'il vous plaît, donc, je vais m'arrêter là pour qu'on puisse revenir. Merci professeur. On va revenir tout à l'heure à vous. Monsieur Marcel Kogué depuis l'Irlande. Monsieur Marcel, je crois que vous avez vécu tout ce qui se passe au Mali. Nous savons aujourd'hui qu'il y a eu une guerre, l'attaque en Libye où M. Kadhafi a été carrément tué et qui a formé tous ces rebelles qui sont allés combattre contre la Libye. Ce sont ces mêmes rebelles qui sont venus avec beaucoup d'armes. Ces armes que nous ne pouvons pas avoir, ils sont venus directement au Mali. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'accord, comme on appelle le mois de l'Azawad, qu'il fallait connaître par l'accord de l'Alger, de manière légale. Et aujourd'hui, ces problèmes persistent. Le Mali continue d'être attaqué depuis belle lurette. Personne ne peut intervenir. On parle d'une CEDEAO qui vient avec plus de 100 personnes. Mais écoutez, Monsieur Marcel, donnez-nous un peu l'issue de ce que vous avez. Oui, bon, la situation malienne, oui, c'est ce que moi je voulais dire. Est-ce que nous-mêmes ne sommes pas coupables? Est-ce que nous ne sommes pas complices des crimes? Parce que nos chefs d'État, quand nous aurait placé, comment il s'appelle, Keïta, là, est-ce que lui-même il n'est pas complice? Ils ne sont pas complices du crime. Parce qu'en temps, à ce que je sache, quand la guerre aurait commencé en 2013, notre ami aurait dit tout à l'heure, ou en 2016, je crois que ces terroristes ont été exterminés. Il fut un moment, il y avait de la calmie. Mais pourquoi les choses se sont encore revenues, ont repris de nouveau? Est-ce que ce n'est pas que la France, à ce que je sache, d'après les dernières informations, je pense que l'armée française aurait quitté, mais il veut revenir encore. Est-ce que ce n'est pas une stratégie pour que la France revienne encore, pour pouvoir protéger les Maliens et en profiter, comme l'a dit le professeur tout à l'heure, les intérêts? Oui, la France, c'est un pays d'intérêt. Vous-même voyez les attaques qui se passent actuellement au Burkina pour empêcher Kaboré. Et il a accusé que Blaise Compaoré a été le parrain de tous ces terroristes. Aujourd'hui, comme on l'a renversé, est-ce que ce ne sont pas eux qui sont en train d'activer encore la région pour qu'on puisse le faire, pour lui donner encore le fauteuil? Pas d'autres élections. Je pense que nous-mêmes, nous donnons la facilité à la France, parce que chaque fois, les gens disent que la France, on veut que la France vienne et faire le combat pour nous. Alors que nous-mêmes, nous avons les moyens. Le matériel dont la France aurait donné à ces Maliens, est-ce que ce sont des matériels sophistiqués pour faire la guerre avec les rebelles? Est-ce que le matériel que les rebelles ont ne sont pas les matériels plus sophistiqués que le matériel que les autres? C'est ça aussi le problème. Parce que nous, quand nous-mêmes, les ministres à qui on donne de l'argent, les chefs d'état-major, on leur demande de payer, parce que comme chez nous, de ce matériel, les gens vont payer des matériels de l'Antiquité qui ne sont pas adaptés à la guerre. C'est ça aussi le problème. Ce qu'il faut savoir, est-ce que parce qu'on peut aller, la fois dernière, on aurait attaqué une caserne. Moi, je me dis comment est-ce que des terroristes peuvent venir attaquer une caserne encore, si c'était dehors où on allait sur un terrain, et qu'ils n'ont pas le matériel adéquat pour pouvoir contre-attaquer en même temps. Et plus de 30 morts, on aurait dit. Moi, je pense que c'est un problème de matériel qu'ils n'ont pas. Oh, je m'arrête là. Alors, on parle du problème de matériel. Je pense que M. Komi aussi, de son côté, va nous situer. Alors, M. Komi, vous avez écouté vos camarades panélistes. Je pense que vous avez encore beaucoup plus de choses parce que quand on voit le Mali, et surtout c'est le Mali qui est attaqué, hier c'était les terroristes. Aujourd'hui, on parle de Peul et Dogon, les chasseurs, comme on appelle les Dozo. Mais les Maliens continuent d'être endeuillés. Est-ce que ça veut dire que la France envoie une stratégie pour pouvoir piller le Mali? Est-ce à dire que M. Ibeka aujourd'hui, qui est le président, connaît ce qui se passe? Il est complètement lettre morte sur tout ce qui se passe aujourd'hui au Mali. Alors, Monsieur Komla, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Merci Serge. Vous savez, quand on parle du Mali, c'est un problème, c'est une situation qui me touche
du moins personnellement, parce que j'ai la belle famille à Gao. Donc, c'est une situation qui me préoccupe aussi. Je voulais vous expliquer certaines choses. Je pense que accuser la France, c'est vrai, mais il faut aussi être rationnel dans la mesure où la guerre en Libye a créé une situation de prolifération d'armes et d'armes vraiment des armes de qualité que la Libye même avait et les armes que l'OTAN a larguées un peu partout en Libye. L'OTAN n'est jamais revenue résoudre ce problème d'armes, ce qui fait que la sous-région de l'Afrique de l'Ouest maintenant, il y a des armes qui ne sont pas contrôlées. Les gens sont revenus de la Libye très armés. Donc, il faut comprendre ça aussi. Et l'une des conséquences directes, c'est la formation de groupes armés incontrôlés au niveau du Mali et qui sont en train de faire beaucoup de choses. Maintenant, il faut aussi comprendre que le Mali est un pays enclavé. Comment se fait-il que les armes, quelqu'un a déjà dit que l'Afrique ne produit pas des armes. Donc, les armes doivent venir de l'Occident et doivent transporter par des ports, c'est-à-dire des armes pour aller attaquer un camp. Ce n'est pas des PA, ni des AK-47. Non, il faut être bien armé et bien formé. C'est là. Donc, il y a aussi une complicité de certains pays de la région. Il y a une complicité de certains pays de la région qu'il faut relever. Donc, je pense que le problème est à deux niveaux. L'OTAN doit venir corriger le problème ou le désordre qu'ils ont créé au niveau de la Libye. Sinon, je pense que c'est toute la région, toute la sous-région qui peut-être va s'embraser. Parce qu'il y a déjà des problèmes au niveau du Burkina. Maintenant, nos pays doivent comprendre qu'on ne peut pas, en aucun cas, créer des complots contre d'autres pays. Ça, il faut qu'au niveau de l'Union africaine, qu'il y ait des sensibilisations et des formations pour faire savoir à nos leaders qu'on ne peut pas rester des bases arrière ou bien devenir des bases arrière pour la déstabilisation d'autres pays. Ensuite, les problèmes c'est les crises créées. Les dojos, on a déjà entendu parler d'eux dans la sous-région, spécialement au niveau de la Côte d'Ivoire. Ils sont déjà intervenus là-bas. Qui va me dire aujourd'hui que les Peuls et je pense que ce sont les Dagons, n'est-ce pas? Les Dogons, les Peuls. Les Dogons. Le Dogon, c'est des forgerons, si je ne me trompe pas, mais ce sont des gens... Les Dogons, ce sont les astrologues dans l'Antiquité, si je ne me trompe pas. Ce sont des peuples qui ont vécu au Mali pendant des siècles et sont très habitués aux Peuls. Aujourd'hui, on ne va pas me dire que les Peuls et les Dogons vont commencer par s'entretuer. Il faut que nous comprenions qu'il y a certaines crises qui sont des crises créées de toutes pièces. Et quand on les examine bien, on voit que l'objectif est ailleurs. Mais on nous utilise toujours sur des plans vraiment non... Ce n'est pas du sérieux. On a eu la crise en Côte d'Ivoire, une crise purement formée, que quand vous voyez les Ivoiriens, ils sont toujours ensemble. Et je pense que c'est le problème aussi au Mali. Maintenant, revenons sur la formation de nos armées. Je pense que le professeur Moussa a fait un bon point. Il faut revenir en arrière. Il faut essayer maintenant de voir comment mettre nos armées indépendantes au niveau de la formation et même au niveau de l'armement. Parce que nous avons du génie. Il n'y a pas de pays en Afrique qui fabrique de l'arme. Ça, ce n'est pas sérieux. Aujourd'hui, on ne peut pas me dire que le Nigeria, la Côte d'Ivoire, même le Mali, il n'y a pas, dans ces grands pays-là, il n'y a pas des
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de société qui crée des armes à leur armée. Si vous vous en souvenez, il y avait un monsieur qu'on appelait Jonas Savimbi en Angola. Dans le temps, vous savez, Jonas Savimbi avait commencé par créer de l'armement lui-même. À un moment donné, ils ont créé certaines armes eux-mêmes. Mais c'était des rebelles dans le temps. Il n'était pas un pouvoir en place. Donc je pense qu'il faut revoir tout ça là et essayer de donner à l'Afrique une identité militaire. Une identité militaire qui peut faire la fierté de notre continent. Merci. D'accord. Monsieur Diawara, essayez de vous présenter, essayez de vous mettre un peu correctement pour qu'on puisse vous voir. Reculez votre ordinateur pour qu'on puisse vous voir, monsieur Diawara. Et pourtant, je n'ai rien à changer, hein, ça revient. Non, essayez de vous reculer un peu de l'ordinateur pour qu'on puisse vous voir. Et, vous pouvez pousser votre ordinateur vers devant pour qu'on puisse... Est-ce que vous ne me voyez pas ou bien? Oui, vous êtes un peu rapproché vers nous ici. Donc, je dois reculer, c'est ça? Voilà. Ok, d'accord. Je serai Merci, monsieur Diawara. Merci, monsieur Diawara. Mettez-vous dans le milieu. Merci encore une fois de plus, monsieur Komla. Alors, monsieur Diawara, vous connaissez le colonel Issa Diallo, qui est aujourd'hui retraité, et il n'est pas d'accord avec aujourd'hui comment l'armée est formée. Voilà ce qu'il dit. Il dit que tout militant qui a suivi l'histoire récente du pays est assez édifié pour comprendre les événements actuels. On a assisté à l'émergence des mouvements identitaires. Et il a dit que ces mouvements identitaires ont abouti à la création de forces d'autodéfense. Alors, forces d'autodéfense pour en faire quoi? Il y a aussi les autorités eux-mêmes qui ont favorisé la formation des milices d'autodéfense. Et il attribue tout cela à l'État. Et il dit correctement qu'il faudrait que les Maliens s'asseyent pour réellement régler leurs problèmes. Les Maliens s'asseyent pour réellement voir ce qui est dans l'armée parce qu'ils connaissent. Et que ce qui se passe, les gens, d'un moment à l'autre, on leur donne les grades. Mais ils sont pas... Ils ne valent pas ces genres de grades qu'on leur donne. C'est qu'il y a quand même un budget, tu vois, au niveau du Mali, le budget comment on appelle ça, de la défense, c'est près de 8%. C'est quand même un grand budget. Les gens s'enrichissent, mais aucune formation au niveau de ces militaires. Monsieur Diawara, qu'est-ce que vous lui dites? Merci encore, monsieur Cherche. Écoute, je pense qu'il y a un adage qui dit en français que le poisson pourrit de la tête à la queue, comme on le dit le plus souvent. Et les Anglais disent the fish stink from the head to the tails. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et la réalité de ce quoi nous pouvons accuser la France, oui, la France, elle a sa part de responsabilité. L'ONU a sa part de responsabilité dans l'histoire, dans la situation actuelle du Mali, mais les premiers responsables de ce qui arrive au Mali aujourd'hui, c'est le gouvernement qui est en place, ce sont les hommes politiques au Mali, c'est l'armée du Mali. Donc, au lieu qu'on accuse la France, on doit s'accuser nous-mêmes d'abord. Je pense que c'est la première des choses. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous avons un président illégitime, si nous pouvons le dire. On peut le dire illégitime parce qu'il n'a pas gagné les élections présidentielles. Mais il a eu l'aval de la Cour constitutionnelle, il a eu l'appui de la Cour suprême pour lui maintenir au pouvoir, quand bien que 96% des Maliens ne veulent pas de lui, ne veulent plus de lui, parce qu'il est purement et simplement incapable de gérer le pays. Voilà. Donc quand vous avez un président incapable qui ne peut pas gérer son pays, attendez-vous à tout. Attendez-vous à tout. Qu'est-ce que cela veut dire? La corruption est à un niveau jamais égalé au Mali. La promotion des militaires, c'est devenu une affaire de famille. Quand tu aimes la famille, quand tu es de la famille, quand tu es ami avec le fils du président de la République, dis-toi que tu peux être du colonel, tu peux te retrouver comme général.
en fraction de secondes. Donc voilà la réalité de ce que tu viens de dire tout de suite. Nous avons un problème de milices. Quand les milices ont été formées, qui a donné des récépissés à ces milices-là de se protéger eux-mêmes? C'est parce que l'État a failli. L'État ne pouvait plus protéger ses citoyens. Et quand vous êtes livré à vous-même, quand vous n'avez personne pour venir vous sécuriser, quand l'État, les liés, les cercles, les régions, quand l'État abandonne ses citoyens, il est tout à fait normal et pas surprenant de voir les gens s'auto-s'armer, de voir des milices être formées pour se protéger soi-même. Donc, la première responsabilité incombe à l'État du Mali. Et nous pouvons dire que nous avons un État de nom, mais nous n'avons pas un État en réalité. Parce que, primo, le président, il est illégitime. Les députés sont dans l'illégitimité. Les promotions sont données à tort et à travers des militaires, des chefs d'état-major, des généraux de l'armée, des ministres de la Défense qui n'ont pas de notion de la guerre, qui n'ont pas été sur le terrain, qui ne seront jamais sur le terrain. Comment comprendrez-vous que des citoyens ne s'auto-forment pas? Comment comprendrez-vous que des citoyens puissent s'asseoir et tout simplement attendre à ce que quelqu'un d'autre ou bien des terroristes ou bien des djihadistes ou bien des personnes qui viennent les exterminer sans vouloir se défendre? Voilà ce qui se passe réellement au Mali. Voilà ce qui est le problème du Mali, Tempo Affectivi. Le problème du Mali, c'est quoi? C'est d'abord les dirigeants maliens. C'est d'abord le président de la République. C'est le premier ministre. C'est de la tête jusqu'à la queue, comme je le disais. Le Mali, nous avons besoin d'un nouveau Mali. Nous avons besoin des nouveaux dirigeants au Mali parce que la classe politique actuelle, que ce soit de l'opposition ou bien du parti au pouvoir, nous ont montré leurs limites et leurs incapacités à gérer ce pays. Voilà la réalité des faits. D'accord. Merci, monsieur Diawara. Je pense qu'on va y revenir avant d'aller. Monsieur Komla, voilà aujourd'hui le président Ibeka, le président de la République malienne, qui a pris la décision de limoger les chefs d'état-major. Alors, est-ce qu'il fallait limoger ces chefs d'état-major ou bien il fallait s'asseoir pour réellement voir ce qu'il faut faire? Pourquoi il les limoge? Au moment où nous sommes en guerre, en les limogeant aujourd'hui, qu'est-ce qu'on s'attend? On attend quoi? Mais merci Serge. Mais il faut aussi comprendre quelque chose, c'est qu'au Mali maintenant, il y a beaucoup d'armées extérieures. C'est-à-dire qu'il y a des armées d'autres pays qui sont là, sous le couvert de l'ONU. Je viens d'apprendre cette semaine que l'armée canadienne s'est retirée. Donc, le problème au Mali, ce n'est pas une situation normale. C'est une situation de, excusez-moi le terme, mais de débandade. Personne ne contrôle rien là-bas. Même si on limoge ces généraux, l'armée malienne n'est pas en position de force. Donc, je pense qu'on est encore en train d'empirer encore une situation qui est déjà grave. C'est la France, c'est l'armée française qui prend des décisions au niveau du Mali, c'est-à-dire des décisions militaires sont prises par l'armée française. Comme vient de le dire M. Diawara, il faut un nouveau Mali. Il faut une situation où les Maliens peuvent prendre leur destin dans leurs propres mains. Mais ma question, c'est que quel pays en Afrique aujourd'hui qui prend cette destin en main? C'est pourquoi il faut réécrire l'histoire. Pour réécrire l'histoire, il faut aller dans le passé. Il faut que nous puissions... C'est très malheureux aujourd'hui que le Mali, qui a une civilisation qui date des années et des années, le Mali où, je vous dire que les prémices des droits de l'homme ont été écrits au Mali, sous Soundiata Keita.
Aujourd'hui que le Mali se trouve dans une situation comme ça, il faut que la jeunesse africaine commence par puiser du passé. Comment est-ce que nos dirigeants ont pu, ou bien nos ancêtres ont pu créer des États forts? Comment est-ce qu'ils se sont mis dans des situations de contrôle de leurs États? C'est important. Donc, quel que soit ce qui se passe, il faut qu'il y ait un nouveau Mali. C'est-à-dire que tous les Maliens doivent savoir que la situation là ne les aide pas. Moi, le limogeage des généraux, ça ne me... C'est un non-événement. Si on perd du temps là-dessus, c'est du perte de temps. Je pense que les Maliens doivent maintenant essayer de voir la chose et de créer un nouveau Mali. Et la plupart des pays africains doivent maintenant créer de nouvelles nations, c'est-à-dire sortir du cadre État, la géographie, pour arriver au cadre nation, l'amour de la patrie. Merci. Merci, monsieur Komi Komla. Alors, avant d'arriver au professeur, monsieur Marcel, je pense que vous avez quand même suivi, même si vous n'avez pas suivi, mais le président Ibeka qui a quand même limogé les chefs d'état-major, est-ce que c'était possible qu'il le fasse? Monsieur Issa Kone, qui est totalement quelqu'un de, comment on appelle, retraité, quelqu'un qui était dans l'armée qui a été retraité, il dit que ce n'est pas une bonne solution de pouvoir limoger quand même ces militaires, parce que le problème ne se situe pas au niveau des chefs militaires, mais du système en place. Monsieur Marcel. Oui, bon, et le président peut-être il a assez raison de limoger ces généraux, mais vous savez que aussi souvent ces généraux sont impliqués dans les affaires de trafic d'armes. Il ne faut pas oublier. Il y a aussi ces généraux souvent que, je crois, le cas de c'est quel pays? Je crois le Cameroun. Vous êtes tout là, même comment l'appelle-t-on? Il y a un autre pays là, même en Centrafrique. Vous savez que les gens vendaient de l'arme, même au Congo-Kinshasa. Les gens vendaient l'arme de l'autre côté pour les rebelles. C'est ça aussi le problème. Est-ce que ces gens-là, les chefs des opérations, là, ils ne sont pas impliqués dans le vol d'armes? Ils n'ont pas vendu du matériel pour laisser les rebelles abattre comment l'appelle-t-on, les militaires maliens? Ça aussi, il faut chercher. Bon, ce n'est pas la solution quand même de chasser les généraux, de les décapiter. Bon, est-ce qu'ils ne sont pas sur le terrain? C'est eux qui sont les chefs des opérations. Bon, c'est eux peut-être, ils n'ont pas su peut-être, le chef d'État peut les accuser de ne pas vite, comment dirais-je, comment ils ont un terme là, militaire là, de ne pas vite réagir. Sinon, il n'aura pas assez de morts comme ça. On parle de combien? Plus de 100 morts, 130 morts. Peut-être c'est pour les raisons pour lesquelles, bon, ça c'est dans l'armée, bon, tu as commis une bêtise, on te met on t'écroule, tu as une arrestation, on te met en tôle. Peut-être c'est ce qu'il a voulu faire pour les décapiter et reprendre. Mais est-ce que ceux qui vont venir, ils vont faire l'affaire? Je crois que c'est la même chose qui s'est passée le temps de ATT. Les gens croient que ATT a laissé trop le nom, les gens, mais voilà, aujourd'hui, ils sont dans le chaos. On aurait laissé ATT aujourd'hui, on n'allait pas avoir tous ces problèmes. Vous vous rendez compte? On allait laisser ATT en ce moment. ATT il avait sa stratégie, mais comme les gens voulaient, bon, on dit non, il n'a qu'à partir. Aujourd'hui, voilà, dans la situation dans laquelle nous sommes. Est-ce que ce sont les problèmes des généraux? Je ne pense pas. D'accord. Je m'arrête là. Merci Marcel. Merci Marcel. Je pense que avec le professeur, on va encore avoir beaucoup plus d'informations. Alors, professeur, monsieur le colonel Issa, il dit que ce n'est pas une bonne décision, mais il dit, voilà le vrai problème. Comment on peut comprendre que des officiers avancent sans critères? Aujourd'hui, tu es colonel-major, en un mois, on te nomme colonel sans que tu ne sois confirmé dans le grade auquel tu es, sans qu'au moins tu aies posé un acte qui puisse dire que tu as le droit à cela. L'avancement n'est pas une récompense politique, mais une récompense de mérite sur le terrain. Voilà ce que le colonel-major dit. Monsieur le professeur. Mais il a parfaitement raison. Vous savez que dans tous les pays africains, c'est maintenant le grade au niveau des armées,
c'est un fonds de commerce pour certains. Et donc, c'est devenu du business. Et vous achetez votre grade et on vous le place et puis vous êtes général du jour au lendemain. Et c'est comme ça. Et votre devoir, c'est de soutenir ceux-là qui vous ont nommé là-bas, quel que soit le prix, même si celui-là qui vous a nommé vous demandez d'aller abattre votre papa, vous êtes prêt à le faire. C'est ça, c'est ce que nous assistons, à quoi nous assistons dans les armées africaines. Donc le problème du Mali par rapport à cette révélation ne m'étonne pas, puisque c'est un secret de polichinelle, que dans toutes les armées africaines, les gradés, aucun d'eux n'a posé un acte qui mérite les grades qui sont, ou bien qui nécessitent, ou bien qui leur donnent droit aux grades qu'ils sont en train de porter. De regarder autour de vous, ce que vous connaissez, ce que vous ne connaissez pas, c'est la même chose. Soit il y a des choses qui puissent les amener là-bas, soit ils sont les loyaux des plus loyaux du régime en place dans ces pays-là, ou bien carrément, ils arrivent par des affaires à se hisser quelque part. C'est tout ce qui se passe. Le mérite ne compte plus dans les armées africaines, malheureusement. Il n'y a plus d'armées de mérite en Afrique. Tous ces gens-là, c'est des affairistes, des hommes d'affaires, des colonels qui font des affaires, qui ont des milliards, qui ne connaissent même pas comment manier l'arme. Pourtant, ils sont là. Et ils trompent les jeunes, les petits recrues qui vont faire des basses besognes partout. Pendant ce temps, ils sont là, ils se promènent comme ils le font. La façon dont Toumani Touré est parti, a quitté le pouvoir, c'est depuis là que j'ai su qu'on ne peut plus compter sur l'armée africaine. Toumani a quitté le pouvoir comme si on chassait un vulgaire, alors qu'il avait une grade présidentielle autour. Et des badauds viennent et ils s'enfuient. Et c'est comme ça. Alors tout ça, là, c'est pour revenir à la même mise malveillante de la France dont nous avons toujours parlé. Parce que la formation de base, c'est ça qui n'existe pas. Et pourquoi l'armée française est forte? Et quand elle forme nos armées, c'est des pacotilles. Pourquoi? C'est fait à dessein pour pouvoir nous garder en situation de soumission. Parce que si on nous donne une formation digne de ce nom, nous n'allons plus accepter des bêtises. Malgré tout ce qu'on peut dire dans les armées africaines, il y a des gens, il y a des patriotes qui veulent mieux faire. Mais ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de formation adéquate, ils n'ont pas de moyens. Et ils sont là, ils ne peuvent pas résister. La première, c'est pas chose qu'il faut faire, il faut s'enfuir dès qu'on tire. Et c'est fini. Mais quand il s'agit de maltraiter son propre peuple, sa population civile, là, tu vas les voir vraiment des armées dignes de ce nom, jusqu'où des chefs d'état-major vont sortir pour aller tirer sur des enfants de 9 ans. Ça, c'est l'armée africaine que nous avons maintenant. Une armée de la honte, il faut le dire au fort. Donc, ça ne m'étonne pas que le général puisse déclarer que des gens sont nommés comme ça, sans passer par ce qu'il faut faire pour devenir un soldat digne de ce nom. Non, l'armée africaine, maintenant, c'est une armée d'hommes d'affaires. Il faut les voir dans les jets privés en train de faire des affaires à travers le monde. Mais protéger même leur propre population, ils n'en peuvent pas. Ils ne sont pas capables. Des présidents sont en train de les défier. On les défie à tout moment. Ils ne peuvent rien dire parce qu'ils sont devenus des gens qui ne valent rien. C'est comme ça, l'armée africaine, et nous avons honte en tant qu'Africains d'assister à cette descente aux enfers de notre continent. L'armée, qu'on avait connue, même au temps des dictateurs, c'était une armée au moins qui a le sens de l'honneur. Maintenant, l'armée africaine, on n'en trouve pas. Il n'y en a pas. C'est fini. D'accord. Monsieur Dera, avant de venir à vous, je pense que Monsieur Komi voudrait quand même intervenir rapidement. Monsieur Komi, allez-y. Ouais, merci Serge. Je voulais revenir sur quelque chose que le professeur a dit. Dire que c'est toute l'armée africaine qui est comme ça, bon, je ne suis pas... on a des exemples au Ghana, même au Bénin, où il y a une armée républicaine qui est formée. Vous savez, quand nos soldats vont, par exemple, à Saint-Cyr, c'est là où on forme la plupart des éléments, des officiers de l'armée francophone. Bon, ils suivent les mêmes cours. Ils suivent les mêmes cours que les Français.
leurs cours ne sont pas dilués. C'est que c'est quand ils reviennent dans nos pays respectifs où il y a des habitudes. C'est dans certains pays où il y a des habitudes, c'est là où ils n'arrivent pas à démontrer effectivement leur formation sur le terrain. C'est-à-dire que nos pays ne constituent pas des nids où ils peuvent exercer ce qu'ils ont appris. Donc, il faut que ça soit un peu clair, quoi. Il y a des armées, et toujours la formation a été d'une manière ou d'une autre les mêmes avec leurs contreparties, leurs confrères européens. Ouais. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. D'accord. D'accord. Ouais. Alors, monsieur Diawara, de l'autre côté, quelles sont les solutions que nous pouvons aujourd'hui proposer pour améliorer cette armée ou bien pour essayer de venir en aide du Mali avec tout ce qui se passe, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Mali continuera toujours d'être endeuillé. Merci beaucoup, Serge. Merci, amis panélistes. Merci, Tempo Afrique TV, encore une fois de plus. Et je pense que la solution du Mali, c'est dans la main de nous, les Maliens. C'est dans la main des Africains. Mais avant tout, c'est dans la main des Maliens. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité de ce qui s'est passé au Mali hier, mais c'est le début. Ce n'est que le début du commencement. Parce que oui, il y a eu quand même une grande marche pour réclamer du fait que les Maliens au nord sont en train d'être tués et le président et son ministre ne peuvent rien faire. Donc, on leur demande tout simplement de démissionner du gouvernement. Monsieur Cher, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais je pense que la solution du problème du Mali, c'est dans la MED. Ce n'est pas l'aménagement qui va sauver le Mali. Ce n'est pas la France qui va sauver le Mali. Nous sommes venus à cette conclusion que ce n'est même plus le pouvoir qui est en place qui peut sauver ce Mali. Et la reconstruction du Mali a démarré à partir d'hier. Pourquoi nous l'avons dit? On a demandé à ce président moribond, ce président qui a été élu par fraude, on lui a demandé de changer son premier ministre. Le président a joué du folklore, il a appelé toute la classe politique malienne, société civile, hommes de droite ou comme de gauche, et il a consulté le chef de file de l'opposition, il a consulté tous les politiciens maliens, et tous étaient unanimes, et tous étaient d'accord que pour pouvoir redémarrer, décrisper la situation au Mali, qu'il fallait se débarrasser du premier ministre malien qui est Soumeïli Boubèye Maïga, qui a son nom impliqué dans toutes les affaires de vol au Mali, qui a son nom impliqué dans toutes les affaires de vente d'armes au Mali, qui a pillé, qui en tant que ministre de la Défense, qui a pillé la défense au Mali et qui se retrouve aujourd'hui comme premier ministre du Mali. Et depuis qu'il a été premier ministre au Mali, nous ne faisons que souffrir. La population civile ne fait que souffrir. Le Mali ne fait que sombrer du jour au jour. Donc, comme le président a montré son incapacité de se défaire de son premier ministre, comme le président a reconnu que si l'État doit s'effondrer, si le Mali doit s'effondrer, que lui, il est prêt à ce que ça s'effondre, il ne peut pas se débarrasser de son premier ministre. Le peuple a choisi. Les 10 fils du Mali se sont levés à partir d'hier. Chaque vendredi, nous allons sortir, nous scander, nous allons demander la démission du président de la République. Nous allons demander la démission du Premier ministre. Nous pensons que c'est la seule solution pour sortir le Mali de cette crise qui ne connaît pas son nom. Parce que là où je suis en train de vous parler, je vous jurerai que dans le centre du Mali, il y a des gens qui vont mourir aujourd'hui. Il y a des familles, des centaines de milliers de familles au centre du Mali qui n'ont plus de parents, qui n'ont plus de bétail, qui n'ont plus de villages, qui ont eu leur grenier brûlé, qui n'ont pas cultivé, ça fait plus de 3 ans. Alors nous continuons comme ça à s'asseoir inlassablement, lamentablement. Regardez nos populations exterminées. Regardez une guerre civile s'installer au centre du Mali qui ne dit pas son nom. Les Peuls et les Dogons ont vécu ensemble pendant des siècles, si nous pouvons le dire. Les Peuls et les Dogons se sont mariés ensemble. Ils ont compati au malheur des uns des autres.
ils se sont mariés, ils ont eu des enfants ensemble, ils vivent dans l'harmonie, ça fait des décennies au Mali. Nous ne comprenions pas que ces mêmes peuples se lèvent les uns contre les autres, s'exterminer. Et on ne peut pas nous dire la cause exacte de ces exactions. On ne peut pas nous dire la cause de pourquoi les Peuls et les Dogons sont en train de s'entretuer. Si c'est le cas, nous savons très bien que ce n'est pas une guerre ethnique. Nous savons très bien que ce n'est pas une affaire de Peuls et Dogons au Mali. Nous savons qu'il y a des indignes qui se disent des cadres maliens qui sont à la base avec des complicités, avec des forces obscurantistes, avec des forces qui sont là, pas pour le Mali. Parce que nous ne pouvons pas comprendre. On ne peut pas comprendre que la MINUSMA, elle est là pour sauver le Mali, que le Barkhane, elle est là pour sauver le Mali. Et que chaque fois qu'il y a des attaques, la Balkane, la France ne vient pas au secours du Mali. La MINUSMA ne vient pas au secours. L'armée malienne n'a pas les moyens parce que tout simplement, les armes que nous devons procurer, les hélicoptères que nous avons qui n'ont pas de viseurs et des hélicoptères de transport, pas de combat, nous pouvons le dire. On ne peut pas comprendre qu'on continue d'exterminer le peuple au vu et au su de tout le monde. C'est les médecins après la mort. Chaque fois qu'on tue, après maintenant, il y a des déclarations fallacieuses de l'ONU qui condamnent les tueries. On ne peut pas empêcher les tueries, on ne les empêche pas. Et après le forfait, c'est en ce moment qu'il faut sortir, taper sur les toiles, taper partout où bon leur semble pour dire que nous les condamnons. Mais où était l'ONU, où était la France pour empêcher cette tuerie? D'accord. Le problème du Mali, ça ne réside nulle part ailleurs, c'est dans la main des Maliens. Les politiques ont montré qu'ils ne peuvent gérer ce problème. Les hommes politiques, que ce soit de la gauche ou bien de la droite, nous ont montré leurs limites. Maintenant, c'est le peuple qui va s'assumer. Et le peuple du Mali s'assumera. Inch'Allah, le peuple va s'assumer. Il y avait plus d'1 million de Maliens qui étaient dans la rue pour réclamer ce qui s'est passé, pour condamner ce qui s'est passé, pour demander la démission du Premier ministre, pour demander la démission du président de la République. Et qu'est-ce que les RFI, qu'est-ce que les médias internationaux ont dit? Ils ont dit qu'il y avait une centaine de personnes, des milliers de personnes dans la rue pour demander. C'est tout ce qu'ils se sont contentés de dire. Alors qu'il y avait des millions de Maliens qui étaient sortis hier pour dénoncer. Donc, la situation malienne, ce n'est pas une question de défaire un chef d'état-major. Ce n'est pas une question de sortir et de faire des beaux discours. C'est un problème de terrain maintenant. Il faut que les Maliens sortent, il faut que la société civile sorte, il faut qu'on soit là pour montrer que plus jamais ça au Mali. Merci. Le Mali, c'est pour les Maliens, pas pour la France, pas pour la communauté internationale. Merci, M. Diawara. Je pense que le Mali, c'est un gros morceau. Et il va falloir que nous continuions de trouver quand même des solutions. Parce que si le Malien pleure, c'est le Togolais qui pleure. Si l'Ivoirien pleure, c'est le Malien qui pleure. Alors, il va falloir qu'on trouve des solutions ensemble. Alors, Marcel, de l'autre côté, essayez de vous placer pour qu'on puisse réellement mieux vous voir. Vous avez écouté M. Diawara, Marcel. Nous sommes maintenant au temps de solutions. Comment il faut sauvegarder les intérêts des Maliens. Hier, les députés sont sortis à l'Assemblée nationale. Ils ont quand même condamné tout ce qui se passe. Et ils ont demandé au gouvernement purement et simplement de démissionner parce qu'ils ont failli à leur mission. Alors, Marcel, est-ce que vous avez quand même des agrégats de solutions à ce problème malien? Non, je l'ai toujours dit, c'est ma troisième. J'ai dit que cette affaire de guerre, de terrorisme, c'est une affaire de sous, de fond. Les gens se font des commerces, comme l'a dit tout à fait le frère le Diawara, que ce n'est pas le problème de guerre, que c'est le peuple qui doit se soulever. C'est le peuple qui doit prendre son destin en main. Parce que du moment ces généraux-là qui font des trafics d'arrêt, je le dis, dans des guerres comme ça, il y en a. Même en Côte d'Ivoire, le temps où Gbagbo, les gens prenaient de l'argent avec Gbagbo pour aller payer des armes, ils ne payaient pas les armes. Pourquoi les rebelles ont pu avancer? C'est qu'ils avaient, les rebelles avaient des matériels plus sophistiqués que les forces armées ivoiriennes. Voilà le paradoxe. C'est ce que je continue de dire, que c'est une affaire de sous, c'est un trafic d'armes. Et puis aujourd'hui, les gens, il n'y a plus le trafic de cocaïne, là, ça ne porte plus. Ce sont les trafics d'armes qui portent plus. Ces généraux-là, et le premier dont on parle,
Quand il va quitter demain, vous allez voir, il aura des milliards sur son compte. Vous voyez? Donc, c'est un problème d'intérêt. Les gens, ils achètent les armes avec la France. La France joue le jeu, et il met l'incendie, il vient éteindre, et repart, et il revend les armes encore à côté. Et nous, c'est ce que je disais tout à l'heure, nous sommes tous complices. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, quand le peuple commence à se soulever, donc ça peut faire réfléchir aux gouvernants. Ils vont revoir leurs papiers, ils vont revoir qu'est-ce qu'il faut faire. Si le peuple baisse les bras, c'est fini. Ils auront, c'est eux. Ils vont continuer de tuer les gens. Donc, il doit falloir que le feu se soulève, du nord au sud. Les manifestations seulement à Bamako, non, c'est pas ça. Il faut qu'au moins tout le Mali prenne et manifeste. Là, le président de la République saura que ce qu'il y a actuellement, il faut qu'il change d'épaule, de fusil sur l'épaule, comme on le dit. Merci. Merci, merci Marcel. Alors, professeur, avant de venir à vous, essayez quand même de vous préparer parce que nous avons besoin des solutions. Alors, monsieur Koma, avant d'arriver au professeur, est-ce que vous avez quand même quelques solutions à proposer? Le Mali est en train de souffrir, c'est la même chose le Togo. Et tout à l'heure, on va revenir au Togo, mais monsieur Koma, on va clore ce chapitre malien. Est-ce que vous avez des solutions à nous proposer? Vous savez, le problème malien, c'est comme le problème dans tous les pays africains. Je vais vous donner un exemple très simple. Quand vous demandez à un Africain de choisir entre un pays africain et un pays européen pour y vivre, tout le monde veut aller vivre dans le pays européen. Notre système éducatif nous a mis dans la tête que ce qui vient d'ailleurs est le meilleur. Au début de ce débat, M. Diawara avait dit que les Maliens ont sollicité la France pour venir intervenir. Vous voyez, c'est là le problème. On croyait, au lieu de croire à leur propre force et de dire que nous sommes devant une situation, nous avons une armée, nous pourrons mettre l'armée en valeur dans ces moments. La première des choses, automatiquement, quand ça dépasse, c'est faire appel à l'extérieur, à l'ex-colonisateur pour venir nous aider. C'est ça le problème. Il faut maintenant qu'on commence par avoir confiance en nous-mêmes. Même dans nos administrations, des fois, les gens préfèrent. Je vais vous donner par exemple l'exemple du Togo, où l'équipe nationale togolaise est en train de payer à coup cher. Je vous dis, à coup cher. Un entraîneur qui n'a plus rien à donner. Excusez-moi le thème, je peux le dire, j'ai été journaliste sportif au Togo. Un entraîneur qui n'a plus rien à donner. Mais parce qu'on appelle un sorcier blanc, on le garde. Mais il y a les Togolais qui font la pluie et le beau temps sur d'autres continents. Donc c'est là le problème. Il faut maintenant qu'on commence par avoir confiance en nous. D'accord. C'est ça la solution. C'est ça, moi, je pense, un début de solution. Merci. Merci. Donc, comme je pense que c'est une très bonne solution. Alors, professeur, voilà tout ce qui se passe au Mali. Nous avons besoin de solutions pour relever le défi au Mali. Alors, professeur, qu'est-ce que vous nous proposez comme solution? Oui, je pense que mon frère Diawara l'a dit clairement, que la solution se trouve dans les mains des Maliens et des Africains. La solution, d'abord, c'est une prise de conscience par rapport à ce comportement qui frise le rejet du patriotisme. Et c'est à l'origine de tous ces comportements-là, c'est la corruption. Et quand M. Komela dit qu'au niveau du football, par exemple, les gens préfèrent prendre les Blancs pour venir, c'est la corruption qui amène les gens à agir ainsi. Parce que quand ils prennent le Togolais, par exemple, prendre un Togolais, si on lui donne 5 millions par mois, lui, d'empocher 5 millions, c'est fini. Mais il préfère aller prendre Claude Leroy, il va signer un contrat occulte avec lui. On dit, bon, officiellement 25 millions, il y a des choses, des roustures qui passent dans les poches de ces gens-là. C'est pourquoi aujourd'hui, quand les jeunes ont dit, nous allons manifester contre celui-là qui ne donne pas les résultats, on est allé les disperser à coups de gourdin. Ça veut dire que c'est tout un système. Moi, je me rappelle quand j'étais au Gabon, le président Bongo, paix à son âme,
lorsque son ministre de la Jeunesse et Sport est parti contre le gré des Gabonais, il est allé en Europe pour chercher un entraîneur alors que les Gabonais disaient non. Avant son retour, Bongo l'a limogé. C'est comme ça. Il a limogé avant qu'il ne vienne avec son sorcier blanc. C'est comme ça qu'on appelle le président Bongo. On peut l'accuser de tout, mais c'est un garde, c'est un président qui écoutait les Gabonais. Quand les Gabonais sont mécontents, il sait jauger ça et il agit. Même si ce n'était pas sincère, il les satisfait. Mais dans nos pays, c'est la pagaille. Dire que les gens qui disent ce vieux-là, nous avons de meilleurs entraîneurs togolais ou africains que celui-là, les seuls, il est trop cher. Il y a des Togolais qui sont prêts à prendre 2 millions par mois contre 25 millions pour mieux faire. Mais on dit non, 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 on ne veut pas de vous. Donc nos pays africains aujourd'hui sont dirigés par des étrangers. C'est ce qui amène tout ça là et par la faute de nos compatriotes eux-mêmes qui passent par les étrangers pour pouvoir continuer la corruption. C'est la corruption qui est à l'origine de tout ce que nous vivons. Même au Mali, c'est le même problème. Les gens savent ce qui se passe, ils connaissent bien ce qui se passe, ils connaissent le problème. Le président qui a tout patrié les élections, il s'appelle Boubacar, quoi là encore, qui est là, il sait qu'il ne mérite pas d'être là. Il y a des gens qui ont proposé des solutions pour résoudre le problème. Mais on a préféré faire des choses pour pouvoir l'installer là, afin de continuer par servir ses maîtres et en même temps continuer par amener et à encourager les Maliens qui sont corrompus à nager dans la corruption. C'est pourquoi j'ai dit que la solution se trouve dans les mains des Maliens. Il faut une prise de conscience d'abord que je dois me battre contre l'opprobre qui est en train de s'installer dans mon pays. Je dois me battre pour mettre à nu le mensonge qui veut nous faire croire que les Peuls et les Dogons ne peuvent pas vivre ensemble, alors qu'ils en ont vécu pendant des siècles ensemble. Ça, c'est un mensonge. Mais des Africains, des Maliens acceptent ça. Ce récit-là, il faut le rejeter. Et dire qu'il y a avec preuve que les Dogons et les Maliens peuvent vivre ensemble comme ils l'ont toujours fait. Qu'est-ce qu'il est dit? Lorsque vous cherchez la cause d'un problème, vous ne la retrouvez pas. Il faut savoir que la cause est artificielle. C'est le cas du Mali. On a fabriqué un truc, maintenant, on veut nous croire que c'est un conflit ethnique. Un conflit ethnique créé par qui? Non. D'accord. Alors, je dis qu'il faut revenir aux Maliens et aux Africains et pour apporter des solutions adéquates aux problèmes maliens. C'est un problème qui est très sérieux parce que c'est en train de gangréner la société, c'est en train de retarder le développement du Mali. Tout ça, là, ce n'est pas bien. Il faut trouver une solution rapide. Et j'en appelle à la conscience du peuple malien. J'en appelle au patriotisme du peuple malien. Ils n'ont qu'à se mettre ensemble pour apporter une solution pacifique aux problèmes qui s'abattent sur les Peuls et les Dogons. J'en appelle à mes frères Peuls et Dogons qu'il ne s'agit pas ici d'un problème qui est réel, c'est un problème artificiel. Il faut cesser de vous entretuer. Vous êtes des frères et sœurs. Vous avez vécu ensemble pendant des années. Il ne faut pas laisser des gens venir d'ailleurs pour venir vous mélanger. Ils vont pas repartir en riant. Les plus sauvages, c'est les Blancs qui sont plus sauvages que les Africains. Mais ils ne s'entretuent pas comme ça. Pourquoi ils poussent à le faire? D'accord. Ils le savent. Les Blancs savent que leur sauvagerie est plus que celle qu'on attribue aux Africains. Ils le savent. Mais ils veulent la cacher, donc il faut nous pousser à continuer par nous entretenir pour qu'on dise que regardez, c'est toujours eux. Nous ne sommes pas toujours, non, c'est pas toujours nous. D'accord. Donc moi je demande à mes frères, n'est-ce pas, de rejeter ce récit-là, afin de vraiment de retourner à la source, d'appeler les vieux Dogons et Peuls. Ils n'ont qu'à s'asseoir raconter l'histoire du Mali à ces jeunes-là qui sont en train de faire la pagaille sous l'impulsion de ces mauvais, mauvais dirigeants-là. Merci. Merci donc, professeur. Ainsi, nous allons boucler le chapitre malien rapidement. Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller
la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique ne va pas entrer dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre.